Le temps que nos collègues arrivent, je vais ouvrir la séance. Donc, permettez-moi tout d'abord d'excuser le retard de notre président Jean-Louis Bourlange qui est en chemin. Il avait un engagement ce matin et compte tenu de la nécessité d'achever cette réunion dans des délais raisonnables pour permettre à ceux d'entre vous qui s'y rendront d'aller aux Invalides pour participer à l'hommage national aux victimes des attaques du 7 octobre, il m'a demandé d'ouvrir nos travaux sans l'attendre. Nous attendons encore deux commissaires qui ont participé à la délégation, mais je vais commencer tout de suite l'introduction. Ah, voici Monsieur François et il nous manque Madame Tanguy. Donc, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle ce matin la présentation d'une communication de Mesdames Béatrice Piron, Sabrina Sebailly, Liliana Tanguy, ainsi que de Monsieur Carlos Bilongo et Thibault François sur leur déplacement aux Émirats arabes unis du 10 au 14 décembre dernier. Cette mission s'est déroulée à l'occasion notamment de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, qui est plus connue par l'acronyme de la COP 28. Les COP, comme vous le savez, constituent un rendez-vous annuel majeur en matière de négociations internationales pour lutter contre le changement climatique. L'an passé, Barbara Pompili et M. Bilongo avaient présenté un rapport sur les résultats de celle de Sharm el-Sheikh et les défis qui se posaient pour la COP prévue l'année dernière à Dubaï. J'imagine, mesdames et messieurs, que vous profiterez de nos échanges ce matin pour livrer vos appréciations des résultats obtenus lors de cette COP 28, qui était très attendue. Mais le déplacement de nos collègues ne s'est pas limité à une participation en qualité d'observateur privilégié à la 28e conférence des parties. Vous avez, chers collègues, mis à profit ce voyage pour avoir des entretiens visant à vous permettre de dresser des constats sur l'état de la relation bilatérale entre la France et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont devenus un partenaire majeur de la France dans le Golfe arabo-persique. J'en veux pour preuve les quelques 30 000 Français inscrits au registre de nos ressortissants dans le pays, la création de l'université Sorbonne Abu Dhabi en 2006, l'implantation d'une base militaire française près d'Abu Dhabi depuis le printemps 2009, ou encore l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi, que j'espère que vous avez eu l'opportunité de visiter. Les relations politiques et économiques entre la France et les Émirats arabes unis sont excellentes. Sur le plan politique, Mohamed Ben Zayed, familier de notre pays, a réservé à la France l'une de ses premières visites officielles en tant que chef de l'État fédéral émirien en juillet 2023, après avoir succédé à son demi-frère. Au niveau économique, les Émirats arabes unis représentent un débouché important pour les exportations françaises en se situant au 4e rang de nos excédents commerciaux. Cela ne veut pas pour autant dire que nos deux États soient totalement alignés, loin de là, et c'est justement l'intérêt d'un déplacement comme celui qui a été réalisé par nos collègues en décembre dernier et qui peut conduire à des échanges pour mieux percevoir justement les divergences éventuelles et les possibilités d'amélioration de notre relation bilatérale. Mais je vais leur laisser sans plus tarder la parole. Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé, Monsieur Bilongo. Allez-y. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier l'administratrice Anaïs Polycarpe qui nous a suivis pendant ce déplacement et aussi pour toute la préparation en amont parce qu'un déplacement de 5 parlementaires sur une durée de 3 à 4 jours à Dubaï et à Abu Dhabi demande un travail de fond, de préparation et aussi devoir s'adapter une fois sur place parce qu'il y a aussi les aléas, des déplacements et des déconvenus. Donc j'aimerais d'abord vous remercier pour cela. Donc nous avons le plaisir de revenir aujourd'hui sur le déplacement que nous avons effectué aux Émirats arabes unis du 10 au 14 décembre dernier. Cette mission était d'abord motivée par la tenue de la 28e édition de la conférence des parties sur le changement climatique COP28, comme l'a rappelé la Présidente, qui s'est déroulée à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre 2023. Elle s'inscrit dans le prolongement des travaux d'information que j'avais entamés avec notre ancienne collègue, Madame Barbara Pompili, que je tiens aussi à remercier, car l'an dernier, lors de la COP27, c'était ma première COP, et pour un jeune député, de pouvoir être aiguillé par Madame Pompili, c'est toujours une très bonne chose. Donc, nous avons rendu un rapport sur la COP27 et sur les perspectives de la COP28 qui se sont déroulées, comme je vous le disais, à Dubaï. Nous tenons à féliciter à ce titre l'intérêt de la Commission des Affaires étrangères sur les sujets environnementaux qui nous concernent toutes et tous,
parce que nous avons qu'une seule planète et nous sommes tributaires des changements climatiques. Si la COP28 méritait à elle seule notre attention, tant les enjeux qu'elle recouvre sont importants, nous avons également souhaité étendre notre champ d'études à la géopolitique des Émirats arabes unis, un pays ami de la France, comme l'a rappelé la présidente, et de plus en plus influent dans son environnement régional, et surtout avec les tensions au Moyen-Orient et la place qu'a les Émirats dans les différentes négociations ou dans les aides humanitaires. Il était bon d'évoquer ces sujets-là une fois sur place, et je pense que mes collègues pourront aborder les sujets avec vous plus en profondeur. Nous avons évoqué surtout le sujet qui est lié à la conférence climatique, où organiser une COP à Dubaï peut interroger, dès lors où c'est un pays qui est bénéficiaire d'intérêts et des énergies fossiles. Et le changement climatique demande, à un moment donné, d'avoir un point de sortie des énergies fossiles. Donc ce point d'interrogation avait été relevé dans mon rapport avec Barbara Pompili, celui de l'an dernier. Et d'avoir aussi la présidence de la COP tenue par Sultan Al-Jaber, qui est lui-même patron d'une industrie des énergies fossiles, à interroger en amont de cette COP 28. Nous avons, lors de notre déplacement en février 2023, pu l'interroger sur ces questions-là pour avoir les certitudes dans son accompagnement, parce qu'une COP, il faut savoir qu'elle est dirigée par un président et c'est lui qui va tenir le bon bout pour les négociations. Cette conférence climatique, elle est importante car elle réunit différents pays. C'est le moment où l'Australien peut rencontrer le dirigeant de Sao Tomé. C'est le moment où le Mexicain peut rencontrer un parlementaire des Hauts-de-France et évoquer différents sujets. Et avant de passer la parole à mes collègues, il faut savoir que le dérèglement climatique, le réchauffement aussi climatique, nous concerne aussi ici en France, où nous avons encore un épisode au Pas-de-Calais qui va bientôt arriver, selon les conditions météo qui s'annoncent. Et il faut avoir en nous cette connaissance que des réfugiés climatiques sont possibles. On l'a vu au Pakistan en 2022 et récemment sur notre territoire. Il y a aussi des épisodes de sécheresse qui sont dans le sud de la France. Et avoir cette dimension de pouvoir observer le changement dans l'ensemble du monde peut nous amener à mieux nous adapter par rapport à ces questions-là. Donc voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Piron. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Notre déplacement aux Émirats arabes unis s'est tenu en fin de COP, ce qui nous a permis d'interroger nos interlocuteurs présents à Dubaï sur l'ambiance du début à la fin de ces négociations et d'assister à la dramaturgie finale propre à cet événement. Nous étions présents à quelques heures de la clôture de la COP et aucun accord n'était en vue. Nous avons quitté la COP avant l'accord. Il aura fallu que la partie émirienne déploie des trésors de diplomatie pour trouver un compromis in extremis. Disons-le d'emblée, la présidence émirienne a incontestablement su faire preuve de professionnalisme dans la conduite des négociations et d'un volontariat certain. Tout n'a pas été parfait, comme l'ont prouvé les polémiques autour des déclarations du sultan Al-Jaber, comme par exemple le manque de preuves scientifiques quant à la contribution des énergies fossiles au réchauffement climatique. Cependant, les négociateurs émiriens ont aussi su faire preuve d'habileté en trouvant dès le début de la COP un accord sur l'opérationnalisation du fonds sur les pertes et préjudices, ce qui a permis d'apaiser les tensions sur ce sujet avec les pays en développement et d'éviter que cette question ne monopolise le reste des négociations. Certains de nos interlocuteurs se sont d'ailleurs félicités du fait que cette COP remettait à l'honneur la question de l'atténuation du réchauffement climatique, quand la COP27 était dominée par des considérations financières, ce qui sera sans doute peut-être le cas de la COP29. En termes de participation ensuite, la COP28 a su trouver son public. La délégation étant arrivée en fin d'événement, elle n'a pas pu vérifier sur place le véritable engouement de la population émirienne pour leur COP, mais les chiffres de participation sont impressionnants et à la mesure du gigantisme du site. Ce sont environ 100 000 personnes qui ont participé à la COP28, ce qui n'est pas sans poser des questions sur
la soutenabilité. Une réflexion sur le dimensionnement des prochaines COP à Bakou puis à Belém se posera nécessairement et fait d'ores et déjà l'objet de dialogues avec l'Azerbaïdjan et le Brésil. Globalement, l'ensemble des personnes rencontrées, y compris celles issues d'organisations de protection de l'environnement, ont souligné le sérieux avec lequel la COP28 a été préparée et mise en œuvre par les Émiriens, qui jouaient là une partie de leur crédibilité et de leur prestige international. Sur le fond, nous ne pouvons égrener tous les domaines concernés par la décision de couverture de la COP, dont vous trouverez donc le détail dans notre rapport. Quelques points néanmoins peuvent retenir notre attention. En matière d'atténuation, la COP a été marquée par la mention dans la décision finale de la nécessité de sortir progressivement, transitioning away, des énergies fossiles. Cette déclaration a été diversement appréciée. Une sortie claire et nette, phasing out, n'a pas été retenue faute d'accord entre les parties, ni un calendrier précis pour réaliser cet objectif. Rappelons que les décisions se prenant par consensus, l'absence d'accord entre toutes les parties est bloquant, ce qui explique l'importance des compromis consentis. Une lecture plus optimiste de cet accord soulignera que cette décision amorce néanmoins un changement incontestable en termes de rhétorique et fera jurisprudence, puisque toutes les autres COP devront tenir compte de cette avancée. À une époque où le système onusien semble paralysé devant l'ampleur des crises internationales, les négociations climatiques demeurent le lieu où la communauté internationale est encore capable de s'entendre. La COP s'est également donné pour ambition de tripler le niveau des énergies renouvelables pour atteindre 11 000 gigawatts et le doublement de l'efficacité énergétique d'ici à 2030. L'accord final mentionne pour la première fois et à plusieurs reprises l'énergie nucléaire comme un moyen d'atteindre cet objectif. C'est une reconnaissance historique et une victoire diplomatique pour la France. Enfin, en matière de financement, puisque ce sujet est désormais incontournable, plusieurs annonces positives ont été faites. Outre l'opérationnalisation du fonds sur les pertes et préjudices déjà mentionné et la promesse de contribution atteignant 792 millions de dollars, dont 100 millions de la part des Émirats arabes unis, on peut par exemple citer la contribution américaine au Fonds vert pour le climat à hauteur de 3 milliards d'euros. Si l'importance de ce montant doit être nuancée au regard des arriérés cumulés par les États-Unis, sa portée symbolique n'est pas neutre à une époque où les choix environnementaux du pays sont critiqués avec vigueur par l'ancien président Donald Trump en campagne pour une possible réélection à la Maison-Blanche. Pour terminer, en termes de chiffres clés, la France est positionnée comme l'un des principaux contributeurs au nouveau fonds pertes et préjudices, avec une contribution allant jusqu'à 100 millions d'euros établie lors de la COP28. Des partenariats ont aussi été établis avec 4 pays, l'Afrique du Sud, le Vietnam, l'Indonésie et le Sénégal, pour les aider à abandonner le charbon et les énergies fossiles. Enfin, les efforts de protection des forêts tropicales qui abritent une part significative du carbone irrécupérable et de la biodiversité ont été renforcés par les paquets forestiers avec 3 pays. Je terminerai en précisant que les autorités émiriennes n'ont pas caché leur fierté devant la réussite de l'événement. L'émotion du sultan Al-Jaber à l'issue de la COP était à la hauteur de l'enjeu, du prestige et de l'image de son pays. Je remercie également notre administratrice Anaïs Policarpe. Merci, chers collègues, et merci d'avoir évoqué ce sujet tellement important du financement qui, comme vous le savez, nous a également occupés en France l'année dernière, notamment lors de 2 événements de très haute importance. Je vais suspendre quelques minutes, avant de souhaiter la bienvenue à notre collègue Liliana Tanguy qui nous a rejoint, qui a également participé au déplacement, et à notre cher président que j'invite à reprendre ses fonctions s'il le souhaite. Oui. Il y a encore 2 intervenants. Alors, Madame Sebaï d'abord et Madame Tanguy. Très bien, quand vous le souhaitez, Monsieur le Président. Entendu. Alors, Madame Sebaï. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, je vais remercier les administrateurs qui ont permis de rendre possible ce déplacement et tout particulièrement Madame Policarpe qui nous a accompagnés jusqu'à l'écriture de ce rapport. Vous vous en doutez, pour nous écologistes, le bilan de la COP28 est plus que mitigé. En effet, malgré le nombre impressionnant de délégations de pays, la COP n'est pas parvenue à aboutir sur les thèmes inscrits à l'agenda et je souhaitais attirer votre attention sur ces différents points.
D'abord, la question de l'atténuation, qui a fait l'objet d'un traitement contrasté. Dominée par la sortie des énergies fossiles, la COP28 n'a pas su parvenir à un accord concernant l'opérationnalisation de l'objectif mondial d'adaptation ou sur le sujet des plans nationaux d'adaptation. De même, concernant la finance adaptation. Les pays en développement ont certes demandé des comptes aux pays développés sur leurs engagements pris, notamment lors de la COP26, de doubler d'ici à 2025 la finance pour l'adaptation, donc de 20 à 40 milliards de dollars par rapport à leur niveau de 2019, mais aucun nouvel engagement n'a été pris, pas plus que n'a été décidé le quadruplement de la finance adaptation. Seule l'organisation d'un dialogue ministériel de haut niveau a pu être agréée. Malgré les espoirs existants en la matière, la COP s'est montrée très timide sur la question du charbon, en se bornant à reprendre les éléments de langage de la COP27 sur un objectif vague de sortie. De même, concernant le méthane, les parties se contentant d'appeler de leur vœu une réduction substantielle des émissions d'ici à 2030, sans plus de précision. Pour avoir un panorama de ce que représentent ces énergies, je vous rappelle que le méthane a un pouvoir de réchauffement global 28 fois supérieur à celui du CO2 et que le charbon est responsable de 40% des émissions de CO2 dans le monde. Enfin, la COP a échoué à mettre en œuvre l'article 6 de l'accord de Paris sur les échanges de crédits carbone. Comme lors de la COP27, les États-Unis, soutenus par les pays membres du groupe de l'ombrelle, réunissant des pays développés non membres de l'Union européenne, ont refusé l'universalisation du modèle centralisé proposé par les Européens afin de préserver leurs systèmes nationaux déjà en place. Ce thème, comme les recommandations autour du mécanisme de supervision des projets de compensation carbone relatifs aux projets d'absorption, donc l'article 6.4 de l'accord de Paris, seront donc de nouveau à l'ordre du jour de la COP29. Au regard de ces éléments et des auditions que nous avons pu mener, quelques précisions peuvent être données sur les futures COP29 et COP30. Après bien des tergiversations sur le pays hôte de la COP29, qui devait revenir au groupe des pays d'Europe orientale, l'Azerbaïdjan a finalement obtenu l'organisation de cet événement, ce qui n'est pas sans soulever de nouveaux défis. Rappelons que pour la 3e année consécutive, la COP se tiendra dans un pays producteur d'énergie fossile, après l'Égypte et les Émirats. En effet, les 2/3 de l'économie azerbaïdjanaise reposent sur les énergies fossiles, plus encore donc qu'aux Émirats arabes unis. Et le pays planifierait d'augmenter d'1/3 sa production d'ici la prochaine décennie, selon les révélations du journal The Guardian. Les premières polémiques n'ont pas manqué autour de la décision de nommer le président de la COP, Mukhtar Babayev, ministre de l'Environnement depuis 2018, après avoir travaillé près de 26 ans pour la compagnie nationale pétrolière et de gaz SOCAR, ou l'absence de femmes au sein du comité organisateur de la COP. Depuis ces révélations, le gouvernement a rectifié le tir et a nommé 12 femmes pour 29 hommes. Ces éléments sont bien peu encourageants. La COP29 sera l'occasion de vérifier le chemin pris par les différentes parties pour sortir des énergies fossiles et aura pour mission de définir le nouvel objectif financier qui prendra la suite à partir de 2025, de la cible des 100 milliards de dollars de finances climat à atteindre chaque année entre 2020 et 2025. Une fois de plus, donc, la finance climat devrait dominer les négociations climatiques de la fin d'année. Toutefois, c'est bien la COP30, organisée par le Brésil, qui se tiendra dans la région du Pantanal, riche en biodiversité, entre le 10 et 21 novembre 2025, qui est aujourd'hui la plus attendue. Les Brésiliens qui souhaitent faire de cet événement une COP de l'ambition pour réaliser les engagements de l'accord de Paris sont d'ailleurs ouverts à tenir un dialogue avec la France pour définir leur stratégie d'ici 2025. Dans cette perspective, les Brésiliens se sont montrés très investis dans les travaux de la COP28. Leur délégation comptait ainsi à elle seule près de 2000 personnes, dont 15 ministres et les présidents des pouvoirs législatifs et judiciaires, ainsi que de nombreux États fédérés. Cette délégation était très diversifiée. Elle comptait aussi bien des représentants du secteur bovin et de la viande que des peuples autochtones et des députés opposés à la reconnaissance des droits territoriaux de ces populations. 2 éléments nous ont frappés à la rencontre de certains de leurs membres. D'abord, le leadership dont le Brésil souhaite faire preuve sur la protection des forêts. Le pays a ainsi annoncé, lors de la COP28, la création d'un fonds pour les forêts tropicales qui pourrait être capitalisé à hauteur de 250 milliards de dollars et devrait être opérationnel dès la COP30. Il a fêté les 15 ans du Fonds Amazonie et soutient activement le programme de restauration des zones dégradées sur l'arc de déforestation lancé par la Banque nationale de développement et le Fonds Amazonie. Néanmoins, si le gouvernement brésilien peut se réjouir de la portée de son action en Amazonie,
Tous les autres biomes du pays sont en alerte rouge, à l'instar de la zone du Pantanal. 4134 départs de feu cette année qui nous a été présenté. Par ailleurs, ce leadership a été quelque peu affaibli par la déclaration inattendue du ministre des Mines et de l'Énergie, Alexandre Silveira, confirmée par le président Lula, de l'adhésion du Brésil au groupe OPEP+. Le pays a d'ailleurs reçu le prix du fossile du jour à la COP28 à la suite de cette annonce. L'Agence nationale du pétrole a également lancé, au lendemain de la COP, une mise aux enchères de plus de 600 projets fossiles, dont beaucoup sont localisés dans des zones à risque pour l'environnement et les peuples autochtones. Ces considérations constituent autant de points de vigilance dans la perspective de la COP30 et cela doit nous pousser fortement à une ambition en matière de diplomatie climatique. Je vous remercie. Merci chers collègues, et merci d'avoir rappelé à la fois les défis que pose cette gouvernance brésilienne, mais aussi les attentes que nous avons et le plan vert qui a été annoncé par Fernando Haddad à la COP 28. J'espère qu'une délégation de notre commission se rendra au Brésil en 2025 et que nous aurons d'ici là l'occasion de coopérer très fortement. Vous savez que nous avions été invités notamment à la conférence à Belém do Pará l'an dernier, et qu'il y a plusieurs rendez-vous d'ici là entre la France et le Brésil. Je cède maintenant la parole à Monsieur François. Je vous remercie, Madame la Présidente, chers collègues. Alors, mon intervention va porter sur la deuxième partie du déplacement que nous avons eu avec des rencontres bilatérales entre la délégation française et les délégations émiriennes. Et donc, nous allons étudier en quoi les Émirats arabes unis cherchent à avoir une influence géostratégique de premier plan. L'organisation de la COP28 s'inscrit dans le cadre de la politique d'influence des Émirats arabes unis qui prépare activement l'ère post-pétrole et cherche à s'imposer comme une puissance régionale et mondiale de premier plan. Cette diplomatie repose d'abord sur un modèle qui est politico-religieux et qui les distingue de leurs voisins saoudiens et qataris. Celui-ci est fondé sur un régime politique fort qui doit assurer l'ordre et la stabilité du pays au détriment des libertés individuelles et publiques et sur une approche ouverte sur la religion. Si l'islam sunnite est la religion d'État et que le droit émirien s'inspire de la charia, les différentes communautés religieuses cohabitent pacifiquement. La maison abrahamique d'Abu Dhabi, qui a été inaugurée en 2023 et qui regroupe sur un même site une synagogue, une église et une mosquée construite sur un schéma architectural qui est similaire, constitue un bon exemple de cette politique. Il ne fait guère de doute que les Émirats arabes unis entretiennent des relations qui sont complexes avec leurs voisins, qu'ils cherchent à concurrencer, à l'instar du Qatar. Si les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en 2017, mettant fin au front Doha, auquel participait jusqu'alors Abu Dhabi, les Émirats arabes unis reprochaient notamment au Qatar sa proximité avec les frères musulmans. La rivalité entre ces deux États demeure pour autant vive. La tenue aux Émirats de l'exposition universelle et de la COP28, respectivement en 2020 et 2023, tout comme l'accueil à Abu Dhabi de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, qui aura lieu le 26 et 29 février, ne sont pas un hasard. Ils reposent en creux à l'organisation de la Coupe du monde de football à Doha en 2022 et à son imposant voisin saoudien qui accueillera à son tour l'exposition universelle en 2030, peut-être bientôt la Coupe du monde de football en 2034. Sur la scène régionale, le pays souhaite s'imposer comme une puissance pacifique porteuse d'un leadership qui soit sage. Les Émirats ont ainsi tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien sans pouvoir déclasser le Qatar dont les relations avec le Hamas sont bien plus étroites. Les Émirats peuvent néanmoins faire valoir leur bonne relation avec Israël depuis la signature en 2020 des accords d'Abraham qu'ils souhaitent préserver. Ces accords ont notamment permis l'ouverture d'ambassades dans chacun des deux pays, ainsi que l'intensification de leurs liens, principalement commerciaux et humains. C'est 1,2 million d'Israéliens qui se sont, par exemple, rendus aux Émirats arabes unis depuis la conclusion de cet accord. Dans le même temps, les Émirats se sont employés à porter la voix palestinienne dans les instances onusiennes. Ils sont d'ailleurs à l'origine de la proposition de résolution qui a été déposée et adoptée le 22 décembre 2023, réclamant une aide humanitaire à grande échelle pour la population gazaouite. Ce positionnement ne doit toutefois ne pas nous faire oublier leur extrême vigilance à l'égard des frères musulmans, par aversion des mouvements qui peuvent menacer l'ordre établi. Sans surprise, ils se sont montrés critiques à l'égard des printemps arabes. Au nom de la stabilité, ils n'ont pas hésité à soutenir le maréchal al-Sisi contre le président frériste Mohamed Morsi en Égypte en 2013, ainsi que le maréchal Haftar face au groupe tripolitain affilié aux frères musulmans dans le conflit syrien. Ils sont également très engagés contre les Houthis yéménites qui menacent directement leur sécurité, et nous pouvons rappeler que ces derniers ont lancé une attaque de drone contre Abu Dhabi en janvier 2022 qui a causé la mort de 3 personnes. Cette méfiance à l'égard des Houthis, et plus généralement des proxys iraniens dans la région, explique une grande part de leur investissement dans l'industrie de défense.
Outre Israël, la fédération poursuit sa dynamique réconciliation avec ses adversaires d'hier. Le président turc Erdogan s'est rendu à Abu Dhabi en février 2022 pour rencontrer Mohamed Ben Zayed et conclure plusieurs accords économiques scellant la fin d'une période de froid d'une dizaine d'années consécutives et alors une position divergente sur les printemps arabes. Mais c'est surtout sur le dossier syrien que l'évolution est la plus spectaculaire. Le président Bachar el-Assad, dont l'opposition a longtemps été soutenue par plusieurs monarchies du Golfe, s'est rendu 2 fois à Abu Dhabi en mars 2022 et mars 2023. La réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, effective depuis mai 2023, doit beaucoup à Mohamed Ben Zayed. Enfin, malgré leurs différends avec l'Iran, notamment sur les questions de souveraineté de l'île d'Abu Moussa, de Grande Tombe et de Petite Tombe, l'heure semble davantage être à la discussion qu'à la confrontation avec les deux pays. L'ensemble de ces éléments ont une tendance à nous faire observer plusieurs années dans le monde arabe où le centre de gravité de celui-ci s'est déplacé vers une des monarchies du Golfe et d'Abu Dhabi et a su tirer son épingle du jeu pour renforcer son influence. Et je tiens également à remercier l'administratrice Anaïs pour l'ensemble du travail qu'elle a fourni. Merci beaucoup. Merci à vous, chers collègues. Cela a été rappelé dans l'introduction, mais en réalité, ce déplacement à la COP28 était à la fois un déplacement à cette conférence multilatérale et un véritable déplacement bilatéral digne de ce nom, avec toute une série de visites. Nous avons la chance dans cette commission d'avoir la députée qui représente la communauté française des Émirats arabes unis, Madame Lacrafi, et je suis sûre que nous pourrons prolonger ces débats et cette discussion sur la relation bilatérale France-Émirats arabes unis, mais aussi le rôle de MBZ, etc., lors de la séance de questions et de réponses. Je passe tout de suite la parole à ma chère collègue, Madame Tanguy. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, alors je souhaite à mon tour souligner l'excellente organisation de ce déplacement et je félicite notre administratrice pour son travail efficace. Alors, comme vous l'avez dit, le déplacement avait aussi pour mission des rencontres bilatérales. Et mon intervention va donc porter sur les relations franco-émiriennes et certaines de leurs limites. Alors, il faut souligner que ces relations sont anciennes et à l'échelle de la courte histoire des Émirats arabes unis, qui sont indépendants que depuis 1971. En effet, la France dispose d'un partenariat privilégié avec la Fédération depuis les années 72-73, partenariat qui n'a cessé de s'approfondir à partir de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Celui-ci repose sur une entente politique exemplaire, une relation nourrie dans les domaines militaires et économiques, une diplomatie culturelle et éducative très dynamique et une communauté française en constante augmentation. Sur le plan militaire, la France et les Émirats arabes unis, déjà signataires d'un accord datant de 1995, ont conclu un partenariat stratégique en 2007 permettant l'ouverture d'une base française près d'Abu Dhabi, seule base permanente de notre pays hors d'Afrique. Cet accord comprend par ailleurs une clause d'assistance mutuelle activée par la partie émirienne en janvier 2022 à la suite des attaques de drones menées par les Houthis contre son territoire. La réponse française, qui a consisté à déployer des avions Rafale depuis la base aérienne 104 Al-Dhafra pour assurer la surveillance du territoire émirien pendant plusieurs mois, ainsi que le déploiement du système de défense sol-air croate NG, a fait beaucoup pour le rapprochement de nos deux pays. Il s'agit même d'un événement majeur du récit historique de la jeune fédération qui a pu compter sur la France quand les États-Unis, pourtant perçus comme garants de la paix dans la région, étaient absents. Les questions militaires et sécuritaires, bien qu'importantes, n'épuisent pas toutes les dimensions de la relation bilatérale. La France et les Émirats arabes unis entretiennent des liens culturels intenses et de qualité. On pense bien sûr à la construction du Louvre Abu Dhabi, magnifique écrin confié à Jean Nouvel, inauguré en 2017. Avec ses 2 millions de visiteurs depuis son ouverture au public, il s'agit du musée le plus visité du monde arabe. Les partenariats muséaux et artistiques sont nombreux entre nos deux pays et nos relations se développent aujourd'hui dans les secteurs porteurs que sont le design, le cinéma et les jeux vidéo. Les coopérations scientifiques, éducatives et techniques s'intensifient également. La Sorbonne, l'Université Panthéon-Assas et Sciences Po, pour ne citer que ces écoles, disposent de campus à Abu Dhabi qui attirent de nombreux Émiriens. L'enseignement du français progresse grâce à une communauté active de 35 000 résidents et
à la présence de plusieurs alliances françaises aux Émirats arabes unis qui ont rejoint l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Le français est désormais une langue enseignée dans les écoles publiques émiriennes, et ce, depuis 2019. Sur le plan économique, les Émirats arabes unis sont un partenaire commercial important de la France. Le pays représente le 4e excédent commercial français dans le monde pour un montant de 2,3 milliards d'euros en 2022, et les échanges croissent de 10% environ chaque année. Au total, plus de 600 entreprises françaises sont présentes au sein de la fédération, dont la plupart des groupes du CAC 40 qui ont leur siège régional à Dubaï. Ces entreprises exercent dans des secteurs variés: hydrocarbures, énergie et environnement, aéronautique, luxe, banque, hôtellerie, transport, grande distribution, espace, pharmacie ou encore industrie gazière. Enfin, la France et les Émirats arabes unis nourrissent un dialogue approfondi sur les grands sujets internationaux du moment. Plusieurs de nos interlocuteurs ont par exemple insisté sur la coopération de nos deux pays pour apporter une aide humanitaire à la population gazaoui. Il serait impossible d'égrener tous les domaines de coopération existants, preuve du dynamisme de nos relations. Quelques sujets doivent toutefois nous interpeller. D'abord, le manque d'attractivité de nos universités françaises auprès de la jeunesse émirienne. Le facteur historique y est sans doute pour beaucoup. Le passé colonial britannique du pays conduit ses étudiants à se tourner plus naturellement vers les grandes universités anglo-saxonnes. Toutefois, d'autres pays européens sans lien historique avec la fédération, tels que l'Espagne, font mieux que nous, sans doute par la qualité de leurs infrastructures. Ensuite, aux Émirats arabes unis comme ailleurs, les écoles enseignant le français peinent à recruter du personnel qualifié, alors que notre langue participe directement de notre rayonnement. La montée en puissance des pays du Golfe sur la scène régionale et internationale mérite sans doute que la France investisse pleinement ces deux sujets. Plus largement, deux questions géopolitiques au moins divisent nos pays et doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part de notre diplomatie. Premièrement, la question ukrainienne. Le refus constant des Émirats arabes unis de reconnaître la responsabilité russe dans le conflit ukrainien est problématique, tout comme sa participation au contournement de l'application des sanctions internationales contre la Russie, en permettant, entre autres, la réexportation de biens que Moscou ne peut plus acquérir sur le marché international. Sous couvert d'une diplomatie pragmatique et neutre, il est dommageable que le pays ne condamne pas avec force les violations manifestes du droit international dont la Russie se rend régulièrement coupable. En Afrique ensuite, où la Fédération des Émirats est de plus en plus présente, parfois au détriment de la stabilité régionale. C'est le cas en Somalie, où la dégradation des relations entre Mogadiscio et les régions autonomes du Somaliland et du Puntland n'est pas sans lien avec la rivalité qu'entretiennent sur le terrain le Qatar, soutien du gouvernement somalien, et les Émirats arabes qui disposent d'intérêts économiques et militaires croissants au sein des régions autonomes. Les cas du Soudan ou de la Syrie pourraient également être convoqués. En somme, les Émirats arabes unis sont et demeurent des alliés stratégiques de la France. L'approfondissement de notre partenariat doit guider notre relation, tout comme une certaine vigilance sur des dossiers majeurs pour notre diplomatie, en Europe, en Afrique et dans le reste du monde. C'est à ce travail de longue haleine que notre rapport espère contribuer modestement. Nous vous remercions. Merci, chers collègues. Bien plus que modestement, c'est nous qui vous remercions pour cette communication fort intéressante. La diversité et la qualité des entretiens que vous avez menés aux Émirats arabes unis ont clairement nourri votre analyse sur les deux objets de cette visite. La présentation que vous venez de faire confirme à mes yeux, et j'espère aux yeux des autres commissaires de cette Commission des Affaires étrangères, que la question climatique est indéniablement le sujet sur lequel notre commission doit travailler et doit suivre avec attention. Quels que soient les jugements que l'on peut porter sur ces COP, sur ces grands rendez-vous internationaux, il est évident qu'il s'agit de rendez-vous essentiels au cours desquels les échanges et les débats sur cet enjeu crucial sont les plus approfondis. Il me semble donc utile, important, nécessaire que des délégations parlementaires de notre commission puissent s'y rendre chaque année. Donc, merci pour le compte-rendu que vous nous en avez fait.
Concernant la relation bilatérale France-Émirats arabes unis, là aussi, merci pour ces éclaircissements, pour ces précisions. On voit qu'il n'y a pas de diplomatie neutre, chers collègues. On voit aussi que l'on connaît finalement assez mal les Émirats arabes unis, bien que ce soit un partenaire clé pour la France. Espérons que l'éclairage que vous venez de nous donner comblera au moins en partie la lacune à l'égard du pays qui compte peut-être le plus dans cette région et au-delà. Avant de laisser la parole aux différents collègues représentant les groupes pour des prises de parole, j'invite maintenant le président de notre commission à reprendre son siège s'il le souhaite. Je remercie notre vice-présidente d'avoir mené la première partie de ces débats. Et évidemment, je remercie tous les rapporteurs, les priant de m'excuser de ne pas avoir été là dès le début de leur excellente présentation et de cet excellent rapport. Maintenant, je vais passer la parole aux représentants des groupes. Nous avons un petit problème. Monsieur Garot doit partir assez tôt, donc je demanderai peut-être après Monsieur Joly, j'ai Madame Lacraffie et Monsieur Joly comme premier orateur, et si vous acceptiez de faire passer notre collègue Garot avant, ce serait, je crois, lui rendre service et nous rendre service, puisque ça nous permettrait de l'entendre. La parole est à Amélia Lacraffie, pour évidemment Renaissance. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci beaucoup. C'est sur deux points, une question et une remarque que je souhaiterais évoquer la relation bilatérale, évoquée dans votre rapport. Tout d'abord, vous avez rappelé que notre partenariat d'exception avec les Émirats arabes unis dans le domaine militaire, avec en particulier notre base permanente. Comme je l'ai moi-même constaté une fois encore au Dubai Air Show en novembre dernier, nos industriels du secteur de la défense sont très présents et la France est un fournisseur traditionnel important des Émirats. Toutefois, comme vous l'avez souligné, ce pays a des ambitions régionales. Il diversifie ses partenariats avec d'autres et dans d'autres secteurs. Et par ailleurs, les groupes français ne jouent pas toujours collectif. Comment avez-vous ressenti, dans un contexte régional marqué par deux crises sécuritaires majeures et une redéfinition plus globale des équilibres diplomatiques, l'appétence des Émirats pour ce partenariat avec la France que l'on qualifie toujours de stratégique? Ensuite, le second sujet que je souhaite évoquer, c'est, comme vous l'avez rappelé, la communauté française est très importante aux Émirats arabes unis. Donc, 30 000 Français sont enregistrés au registre consulaire et près de 45 000 sont sur place. Ils contribuent incontestablement à renforcer nos liens économiques et culturels avec ce pays. Un encart leur est d'ailleurs consacré dans votre rapport. Je souhaite donc profiter de cette intervention pour rappeler que les Français qui résident à l'étranger sont représentés par des élus locaux que l'on appelle conseillers des Français de l'étranger et qui sont au total de 442 dans le monde. Leur rôle est notamment majeur pour l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ces élus fournissent un travail remarquable d'appui à nos ressortissants et étant souvent établis de longue date dans leur pays de résidence, ont une connaissance très approfondie et souvent un point de vue qui complète celui de nos diplomates. Je trouve regrettable qu'ils ne soient pas systématiquement conviés lors des visites des ministres ou officiels ou de notre commission. Et je regrette qu'il n'ait pas pu ainsi proposer à vous, parlementaires, de rencontrer ces élus qui sont importants pour les députés et sénateurs d'étrangers. Nos conseillers aux Émirats sont d'ailleurs particulièrement dynamiques, efficaces et intéressants, et je recommande ainsi qu'ils soient systématiquement contactés lors des missions de notre commission à l'étranger. Je vous remercie.
Je vous remercie. Compte tenu du fait que certains d'entre nous, dont moi d'ailleurs, nous devons nous absenter à partir de 10h50 à cause des hommages aux victimes du 7 octobre, il y aura à chaque fois une seule réponse venant de nos rapporteurs. Et évidemment, à la suite, comme on alternera, et s'ils ont une réponse à faire, ils pourront se rattraper quand la parole leur viendra. Donc là, c'est sur les aspects, non pas sur les aspects de réchauffement climatique, mais sur les aspects de refroidissement de la situation internationale, si je puis dire. C'est soit Madame Tanguy. Liana, à vous. Oui. Merci, Monsieur le Président. Ma chère collègue Amélia, vous soulignez effectivement la coopération militaire entre nos deux pays, qui est en fait au cœur d'un partenariat d'exception. Alors effectivement, comme je l'ai dit dans ma présentation, la base militaire à Abu Dhabi est une base, la seule base que nous avons en dehors de l'Afrique, et elle compte 600 militaires avec 3 missions essentielles, et elle constitue un point d'appui prioritaire dans le Golfe. Et donc, je pense que la France a fait d'énormes efforts pour déployer donc ses capacités militaires, à savoir des avions Rafale, et puis aussi la défense sol-air Croat-NG. Donc, moi, je pense que réciproquement, les Émirats arabes unis ont apporté aussi leur soutien aux forces françaises dans la bande sahélo-saharienne, comme on le dit dans notre rapport. Et donc, l'intensité de ces relations sont un atout malgré tout pour l'exportation aussi de notre industrie et des technologies de défense. Et sachant que l'armée émirienne comporte 60 000 soldats, tous émiriens, et qu'elle dispose aussi d'une armée de l'air d'excellent niveau. Donc, moi, je pense que les autorités émiriennes continuent à chercher à acquérir du matériel de pointe. Et donc, je pense que cette quête, en fait, notamment aussi, j'allais dire, je vais quand même faire une petite comment dire, allusion à la Bretagne, c'est que en décembre 2029 et en mai 2022, il y a également 2 corvettes Godwin qui ont été construites à Lorient par Naval Group, qui ont été livrées. Tout ça pour dire qu'il y a de grands contrats qui sont conclus entre nos deux pays, et cela est de bon augure quand on sait qu'il y a une concurrence très forte pour s'équiper de la part de la Turquie, de la Chine et d'Israël, ainsi que de la Corée du Sud. Et pour ce qui est des relations que nous pourrions avoir avec des représentants élus, nous avons rencontré des parlementaires, nos homologues de la Commission des affaires étrangères, donc à Abu Dhabi. Et il y a eu un échange extrêmement constructif, et également un accueil très chaleureux. Et je pense que cette relation interparlementaire mériterait, comme vous l'avez dit, d'être approfondie et poursuivie, peut-être avec d'autres élus. Mais en tous les cas, nous avons tenu à ce que cette relation soit installée. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Pour le Rassemblement national, Monsieur Joly. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Donc la COP 28 se termine sur un échec de la gauche occidentale à imposer sa logique décroissantiste au nom d'un réchauffement climatique. Alors annoncé comme un événement majeur permettant d'obtenir un accord mondial pour mettre fin aux énergies fossiles et organisant des transferts de fonds massifs des pays riches et industrialisés à destination des pays du Sud global, la COP se heurtait au refus des pays de l'OPEP élargie de procéder au démantèlement de leurs capacités industrielles et de production d'hydrocarbures. Il en ressort donc des déclarations de principe et peu de mesures concrètes en matière de démantèlement des énergies carbonées.
Rappelons que ces conférences internationales pour le climat ne sont la priorité que de certaines factions politiques et que les grandes puissances poursuivent leurs objectifs économiques et de développement sans tenir vraiment compte des objectifs fixés, et ce dans un contexte diplomatique tendu et de concurrence accrue entre les grands blocs d'influence. La Chine et la Russie, par exemple, ne placent pas les ambitions climatiques au cœur de la préoccupation. Quant aux États-Unis, alors il y a deux écoles. D'abord les démocrates qui voient la lutte contre le réchauffement climatique comme un bon moyen d'affaiblir l'économie européenne et de vendre leur gaz naturel liquéfié. Et de l'autre côté, les républicains de Donald Trump qui s'opposent ouvertement à la transition énergétique et privilégient la relance de la machine industrielle américaine. Rappelons également que la France est un bon élève en matière d'émissions de gaz à effet de serre, grâce notamment à son parc nucléaire, produisant une énergie propre, abondante et peu chère, que la gauche voudrait tout simplement détruire avec l'appui de la Macronie, qui a fini par changer de braquet devant l'impopularité de sa politique énergétique auprès des Français. Alors pour notre part, nous rappelons que la France ne doit pas être le seul pays à brader ses intérêts économiques et que la transition vers un modèle toujours plus propre et respectueux de l'environnement passe d'abord par le développement des économies locales, la fin des traités de libre-échange néfastes et le développement du nucléaire. Nous sommes fermement opposés à l'idée de sacrifier les Français sous un motif écologique au profit de nos concurrents internationaux qui, eux, se frottent les mains à l'idée de nous voir nous auto-saboter. Et bien sûr, nous ne souscrivons pas à cette idée que pour vivre mieux demain, nous devons nous affaiblir aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur monsieur le député. Qui souhaite répondre parmi vous trois? Comment? Allez-y, Madame Sebaï. Merci, Monsieur le Président. Alors, il n'y a pas vraiment de questions, mais je suis assez surprise en fait du ton de cette intervention. Je pense que l'heure, enfin ou pas d'ailleurs, effectivement, parce que l'heure n'est plus vraiment au climato-scepticisme. Je rappelle qu'effectivement, il y a aujourd'hui ces rendez-vous mondiaux qui sont extrêmement importants pour faire bouger des lignes et avancer sur certains sujets. Il y a quand même un fonds de compensation de pertes et dommages qui a été créé lors de cette COP qui est quand même à saluer. Et je regrette que vous pensiez que la France, qui certes fait des efforts, et ça personne ne dit le contraire, n'est pas sa part à jouer. Je le redis parce que je pense qu'il faut répéter les choses. Le climat n'a pas de frontières. La question du changement climatique n'a pas de frontières. Ce que nous faisons ici en France ou ce que les États-Unis font chez eux a un impact à l'échelle du monde. L'Afrique aujourd'hui, qui est la plus impactée par la question du changement climatique, n'émet que 4% de gaz à effet de serre. En fait, ils sont très peu responsables de ce qui se passe et pourtant ils en subissent l'ensemble des conséquences. Il est normal aujourd'hui de les aider, de les accompagner par des fonds de compensation, puisque nous sommes responsables de ce qui se passe en Afrique. Nous, les Américains, les Chinois et bien d'autres encore. Ensuite, vous évoquez la question les questions énergétiques. Moi, je suis d'accord, moi je ne suis pas favorable à la question du gaz de schiste. Force est de constater aujourd'hui que les États-Unis en produisent et que la France a décidé d'acheter du gaz de schiste aux Américains. Je n'y étais pas favorable, je ne le suis toujours pas. La question se pose et je pense que sur ça, on aurait pu justement éviter d'aller dans cette direction-là. Si on prend la question de la Chine, puisque vous évoquez ces deux pays, les États-Unis et la Chine, sur la question des efforts qu'ils font, on est tous très critiques sur le peu d'efforts qu'ils font sur les questions du climat. Mais encore une fois, je suis désolée, la Chine produit énormément. Il faut se poser la question de qui consomme les produits chinois. Nous avons une responsabilité collective à l'échelle du monde sur nos modes de consommation. Et sans parler de décroissance, puisque je vois que ça vous hérisse, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner aussi en consommant mieux. On a beaucoup parlé des agriculteurs et de la question de l'alimentation. La question de la consommation de manière plus globale, elle se pose aussi. Si demain, il y avait des restrictions, des taxes aux frontières, par exemple, sur les produits qui sont importés de pays comme la Chine qui ne respectent pas des normes environnementales, eh bien, on serait beaucoup plus respectueux et de la production française et européenne et aussi sur la question du climat. Donc voilà, tous ces sujets-là, il faut les traiter à l'échelle mondiale. C'est pour ça que moi, je suis très favorable à la question d'une diplomatie climatique. Je pense que c'est le bon bout et c'est la bonne échelle pour traiter ces questions. Je vous remercie. Vous avez observé la discipline que je n'avais pas fait régner vis-à-vis de Mme Tanguy, ce dont je me reproche, ce que je ne reproche pas à Mme Tanguy. Maintenant, par accord entre tout le monde, pour le groupe socialiste apparenté, c'est à Guillaume Garot de prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de votre clémence. Presque. Moi, je voudrais aussi adresser des remerciements à nos rapporteurs qui représentaient donc la délégation
à la COP. Les remercier aussi de leur rapport qui est court mais qui est dense. Et on a bien mesuré les difficultés parfois qui pouvaient avoir cours dans la rédaction pour trouver des positions communes. On imagine que ça n'a pas toujours été simple. Mais enfin, le rapport est de qualité et franchement, notre reconnaissance. Alors moi, je voudrais vous interroger sur un des aspects de cette COP qui concerne l'agriculture et l'alimentation. Alors, il se trouve que je m'exprime là au nom du groupe socialiste, bien sûr, mais aussi comme co-rapporteur d'une mission d'information que nous menons avec Éléonore Carrois sur l'enjeu alimentaire et que nous vous présenterons à la fin du premier semestre. Alors, il y a une innovation dans cette COP, c'est qu'il y a 154 pays qui ont signé une déclaration commune sur l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique. Et c'est une innovation parce que c'est la première fois que l'enjeu agricole et alimentaire en tant que tel est traité dans une COP. Alors, certains diront c'est beaucoup de déclarations d'intention, c'est vrai, mais enfin, il y a quand même de très belles intentions, et en particulier la reconnaissance du droit à l'alimentation comme cadre d'action pour la transition des systèmes alimentaires, même si, pour le reste, c'est vrai qu'on est d'abord sur une succession d'engagements de chaque pays plutôt que d'engagements communs. Néanmoins, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un point fixé, un point d'arrivée qui est 2030. Non, pardon, la COP 30, comme point d'atterrissage des travaux qui sont engagés sur le sujet. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Comment vous avez senti aujourd'hui les États prêts à se mobiliser sur cet enjeu alimentaire dans le cadre de la nécessaire transition de nos systèmes de production? Alors, qu'avez-vous retenu de votre déplacement là-bas? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des motifs d'espoir pour faire en sorte que l'agriculture et l'alimentation soient des vrais leviers du changement? Alors, c'est lequel de vous trois qui... il faut essayer d'alterner, mais je ne veux pas non plus, si c'est Mme Sebaï qui est la spécialiste de ça, il faut l'entendre, mais je ne voudrais pas que vos deux autres co-rapporteurs soient dans la fiction. Oui. Merci beaucoup. Excellente question, monsieur Garot. C'est clair que la sécurité alimentaire, elle est au cœur des enjeux des différentes COP, parce que c'est l'endroit où tous les pays peuvent se réunir. Et surtout, en cette période de tension géopolitique avec la crise entre l'Ukraine et la Russie, et différentes tensions aussi en Afrique, on a ressenti, nous, dans les différents échanges qu'on a rencontrés des ambassadeurs climat de différents pays, surtout les pays de la région sud, où la question alimentaire due à la sécheresse par rapport aux nappes phréatiques, que ce soit au Sénégal, au Maroc, au Congo et dans les parties subsahariennes de l'Afrique, où la question alimentaire entre en ligne de compte. Pareil, on a le même sujet aussi pour l'Asie du Sud, avec les régions qui ont été inondées, là où vous avez des déplacements de population, vous avez des tensions ensuite humanitaires, sanitaires et alimentaires. Et au final, il faut répondre à ces défis-là, à ces enjeux-là. Dès lors où l'agence onusienne met en place, par exemple, on avait visité lors d'un déplacement en RDC le programme alimentaire mondial, le World Food Programme, qui vient aider les populations sur des zones de tension où il y a des réfugiés climatiques ou des réfugiés qui sont dus à des déplacements par rapport à des situations de guerre et de tension. Il y a un apport alimentaire, mais il faut savoir que ces pays-là ou ces habitants sont aidés, par exemple, avec les aliments qui ne sont pas liés directement à leur région. Donc, dès lors où vous amenez du blé, de la farine à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces aliments-là, ça crée de la malnutrition et aussi un temps d'adaptation également à ces personnes par rapport à cette aide-là. Donc, il faut s'adapter par rapport aux régions, mais je pense que le World Food Programme et les différentes agences onusiennes qui sont liées à la question de la malnutrition prennent le sujet à bras-le-corps. Je vous remercie. C'est parfait. Maintenant, pour la France insoumise,
Madame Abou-Mongoli. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vous remercie pour le rapport que vous avez produit. Je remercie également l'administratrice qui a contribué. Moi, je voulais revenir sur le bilan de la COP28 qui interroge et qui s'apparente à une victoire à la Pyrrhus. Votre rapport, d'une certaine manière, reflète en partie l'ambition édulcorée de l'accord final. Un accord qui, rappelons-le, s'est conclu dans le dos des États insulaires du Pacifique. Et ma collègue Red Arbolo, qui n'est pas là aujourd'hui, je pense, aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ils étaient absents de la salle au moment du vote, mais en première ligne pourtant du changement climatique. Cette COP reste quand même un petit pas face à l'immense défi climatique. Sabrina, vous l'avez rappelé. Notamment la question des engagements sur l'énergie fossile. Le sultan Al-Jaber a, on peut le dire, été un des principaux freins pour contenir l'ambition. Le nucléaire qui rejoint la famille des énergies fossiles, cela interroge également. Et puis la question financière qui est régulièrement mise en avant par la diplomatie française, finalement ne connaîtra pas non plus son grand soir. C'est quand même quelque chose qu'on peut mettre à son crédit. Tout juste, la conférence aura-t-elle permis de confirmer l'existence du fonds pertes et dommages, encore à nos yeux sous-doté. Donc, question pour la prochaine COP, vous avez commencé à l'aborder, Madame Sebaï. Elle sera organisée en Azerbaïdjan, pays largement dépendant de sa production d'énergie fossile, pays qui est en tension, pour dire ça de manière édulcorée, avec l'Arménie. Et donc, en positif, parce qu'on peut essayer de voir du positif, ce choix est-il pour vous de nature à interpeller pour la bifurcation écologique dans des pays qui sont les premiers concernés? Vos interlocuteurs étaient-ils optimistes? Et puis, second sujet, dans vos échanges avec les autorités émiriennes, avez-vous eu des échanges sur le fait que des armes françaises puissent être utilisées sur des théâtres où certains crimes de guerre peuvent être commis? Est-ce que ce sont des sujets que vous avez abordés avec vos interlocuteurs là-bas? Si, c'est peut-être à vous, monsieur François, de répondre, non? Il y a deux questions. Oui, il y a deux questions. Ah oui, c'est bon. Alors répondez en 1 minute, alors chacun. Bon, qui répond? C'est Madame Sebaï, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire très vite. Alors, sur cette COP, moi, je l'ai dit, ça a été en dessous des ambitions qu'on aurait pu avoir, notamment sur la question des énergies fossiles. Bon, ils apparaissent dans le document, ce qui est déjà une avancée, même si on aurait préféré qu'on soit en phase-out. Mais on comprend bien la difficulté des pays qui dépendent totalement de ces énergies fossiles d'avancer sur la question de la transition. On sent aussi une vraie fragilité sur les discussions et les négociations entre les différents pays. Il y a beaucoup d'inquiétudes, y compris sur le fait que l'année 2024, il va y avoir énormément d'élections à travers le monde, 64 pour être précise, oui, dont les États-Unis. On a eu l'occasion de rencontrer un sénateur qui nous a fait part de leur inquiétude face à un retour, par exemple, de Donald Trump aux États-Unis cette année. Donc voilà, il y a une fragilité à l'échelle mondiale. Il faut avancer avec des documents qui soient précis. On aurait aimé que ça le soit beaucoup plus, mais on fait déjà avec ce qu'on a. Je pense que la COP29 va surtout, ce qu'on a ressenti en tout cas, elle va surtout servir à préparer la COP30, qui celle-ci sera la vraie COP, avec des enjeux et des objectifs peut-être qui seront vraiment écrits noir sur blanc dans le document cadre. Donc voilà un peu le sentiment qu'on a eu en tout cas sur la COP 29, qui sera plutôt voilà, une préparation de la suivante. Merci, Monsieur François. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à Madame Mongoli pour votre question sur le rapport à l'utilisation des armes françaises, peut-être dans des crimes de guerre qui auraient pu être constatés ou non. C'est des sujets que nous n'avons pas abordés avec les délégations. Donc on a abordé 2 fois la thématique, une fois avec les représentants de l'Assemblée nationale locale et évidemment avec la diplomatie française. Et pour répondre à votre question, les Émirats ont été en ligne, comme je l'ai dit dans ma présentation liminaire, sur l'ouverture d'un corridor humanitaire avec la Palestine. Donc c'est vraiment l'action diplomatique qu'eux ont mis en place, et d'ailleurs pour pouvoir le mettre à bien malgré certaines interférences, disons, des autres pays qui pourraient être autour. Et l'autre partie de la réponse est évidemment sur l'engagement que eux ont dans les accords d'Abraham avec les États-Unis aussi, pour préserver une constance et une sorte de paix dans la région, évidemment en étant très conscient des influences négatives que peut avoir l'Iran sur tous ces sujets. Donc c'est plutôt les thématiques qu'on avait abordées dans ce cadre-là, donc sur les 2 réponses. Et d'ailleurs, ce que j'ai souligné dans ma présentation liminaire, qui je crois est notable, sur le fait que ce soit les Émirats arabes unis qui étaient à l'origine de la résolution qui a été présentée à l'ONU sur le sujet. Donc ils en sont très fiers, ils l'ont redit, et je sais que j'avais rencontré avec Madame Lacrafi également, l'ambassadrice, qui avait dans un déjeuner récemment à l'Assemblée nationale également appuyé ce sujet.
Merci, monsieur le rapporteur. Pour les Républicains, monsieur Dumont. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos rapporteurs pour la présentation et le rapport. On sait qu'aujourd'hui, la géopolitique mondiale tourne principalement de par les flux commerciaux autour des détroits, et de 3 détroits en particulier. On a le détroit de Taïwan, le détroit du Bosphore et le détroit d'Ormuz. Et évidemment, à cet enjeu-là répond la question de la stratégie régionale de puissance des Émirats arabes unis, et qui est en lutte avec d'autres volontés d'autres puissances régionales de devenir l'épicentre de cet espace mondial. On a parlé de l'Iran à l'instant, on peut également parler du Qatar, qui a une stratégie qu'on peut estimer parallèle à celle des Émirats arabes unis sur utilisation importante du soft power, couplée à des réserves de matières premières extrêmement importantes qui permettent évidemment de pouvoir atteindre cette place. On sait par contre que dans les termes de relations de politique étrangère, pour reprendre la question du Qatar et des Émirats arabes unis, la stratégie n'était pas évidemment la même. Les Émirats étaient très en pointe, ça a été dit dans la signature des accords d'Abraham, de normalisation des relations avec Israël, quand le Qatar héberge les dignitaires du Hamas. Dans cette optique, je voudrais savoir quel est votre ressenti, puisque vous êtes arrivé aux Émirats après les attaques du 7 octobre, de la population sur la position des Émirats arabes unis vis-à-vis d'Israël. On sait qu'ils cherchent, ça a été dit, à pouvoir montrer qu'ils accompagnent les Palestiniens avec des corridors qui ont été créés, avec une présence dans les hôpitaux à Gaza, avec une aide de 20 millions de dollars qui a été débloquée pour les Palestiniens, mais avec aussi la volonté de ne pas rompre avec Israël et de se montrer des alliés de l'État hébreu. J'aimerais savoir quel est votre sentiment à votre retour des Émirats sur cette question. Et également un point qui a été abordé dans votre rapport, que je trouve extrêmement important, c'est la question de la Russie, du contournement des sanctions. J'aimerais bien que vous puissiez développer un tout petit peu ce point. Concrètement, comment est-ce que les Émirats peuvent être utilisés pour contourner les sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie? On sait qu'il y a de plus en plus de Russes qui vivent à Dubaï, qui achètent des biens à Dubaï, et donc je voulais vous poser cette question. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Bon, Liliana, vous voulez y aller? C'est à vous pour commencer. Je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde, mais il ne faudrait pas que tout le monde parle. Donc, merci, monsieur le Président. Merci pour cette question, effectivement, qui revient sur la question de l'espace que constituent les Émirats arabes à travers le détroit d'Ormuz, et aussi la position des Émirats vis-à-vis du conflit à Gaza, ainsi que le contournement des sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc sur ce qui est de la coopération humanitaire que vous avez mentionnée, je pourrais rajouter ici que plusieurs intervenants que nous avons rencontrés, on n'a pas eu de relation directe avec la population, mais on a rencontré des intervenants qui nous ont souligné que la coopération existante dans le domaine de l'humanitaire et de la santé et entre les autorités françaises et émiriennes était très efficace, parce que il y a une aide humanitaire conséquente qui a été principalement apportée auprès des femmes et des enfants de Gaza, et qui ont permis à évacuer 1000 patients atteints de cancer et des enfants gazaouis blessés vers un transfert vers leur territoire. Donc je voulais juste insister là-dessus, sur le fait que là-dessus ils sont très actifs. Et pour ce qui est du contournement des sanctions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes aux Émirats qui se sont en fait installés là, notamment des oligarques qui ont trouvé ici refuge, enfin là-bas refuge pour éviter les sanctions financières. D'ailleurs, je crois que
Dubaï il porte un nom, on l'a dit dans le Parce rapport. que je crois que monsieur que Tanguy doit parler aussi. Mais ah oui, oui. Dubaï Grad, ça prouve bien que les Russes sont extrêmement présents et ils trouvent ici le moyen de contourner ce que vous évoquiez. Je vous remercie. Je crois que monsieur Tanguy monsieur François, pourrait dire quelque chose à un autre titre, parce que vous avez été rapporteur sur les questions des sanctions. Je vous remercie, monsieur le... Moi, je suis un peu gâteux, comme d'habitude. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député, pour votre question. Il y en a en effet deux éléments à distinguer. Celui que madame Tanguy vient d'évoquer sur la forte présence russe dans les Émirats, évidemment, mais pour des questions d'investissement, pour la question de leur propre possibilité d'habiter sur place, et la question du contournement. Moi, j'étais co-rapporteur de notre commission sur l'efficacité des sanctions. Donc, quand on parle d'efficacité, on parle des contournements. Évidemment, la France est sensible au fait que le détournement passe par des pays tiers. Et donc, les Émirats arabes unis sont également un pays tiers sur lequel ils peuvent être constitués comme étant une plateforme, en effet, non pas de détournement par les Émirats eux-mêmes, mais simplement sur le fait qu'une société, quelle que soit la nationalité, peut-être de nationalité russe, peut s'établir sans aucun problème sous une entité juridique qui soit émirati, ou simplement retransfert. Et c'est des choses que nous, on peut voir. Moi, j'ai eu des discussions avec le service des douanes, et il suffit de voir les exportations et importations. En effet, les Émirats ont des parts beaucoup plus grandes, par exemple, sur des importations de matières premières, et donc on a la réponse par rapport à ces chiffres. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, madame Darrieussecq. Geneviève, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Bon, merci beaucoup pour ce rapport complet. Moi, j'aurais 3 points. Le premier point concernant la COP28, j'ai bien compris, et nous avons bien compris que les objectifs et l'accord final étaient quand même importants et positifs, et cet accord de sortie progressive des énergies fossiles peut poser des questions importantes. C'est tout simplement la mise en œuvre pour atteindre cet objectif de façon concrète. Alors, au niveau des pays en développement, qui, eux, disent, les pays africains en particulier, nous, il faut nous aider parce que nous n'y arriverons pas en sortant du pétrole. Donc, quelle orientation prend-on pour déployer des énergies renouvelables, par exemple, dans ces pays? Et ensuite, les pays producteurs et exportateurs de pétrole qui vont avoir, en définitive, en sortie d'énergie fossile, une économie complètement chamboulée. Donc, quelles sont les perspectives pour faire évoluer ces pays vers notre modèle économique? Est-ce que l'on pense à tout cela dans les réflexions, dans les COP? Deuxième pan, je voulais parler de l'influence géostratégique et de nos forces armées présentes aux Émirats arabes unis, où j'ai eu la chance de me rendre 2 fois dans mes missions antérieures. Et j'aurais parlé de l'opération Chamal, quand même, qui est une opération de lutte contre le terrorisme qui a été déployée en Irak et qui est déployée en Irak et en Syrie. Et dire quand même que cette opération, elle est toujours vivante, et que nous avons quand même 2 militaires qui sont décédés en mission cet été encore, dans cette opération Chamal. Donc pensez quand même que nos forces sont engagées, et engagées de façon forte contre cette lutte contre le terrorisme. Et troisième et dernier point, qui est totalement différent, j'ai été frappée, et vous en parlez, vous l'évoquez à peine dans votre rapport, j'ai été frappée par la présence au Louvre Abu Dhabi, dans l'exposition permanente, de tout un pan autour des religions et des 3 religions. Et vous avez noté l'ouverture de la maison, l'inauguration de la maison abrahamique, qui comporte une synagogue, une église, une mosquée. Et je trouve que ce rôle des Émirats arabes unis, autour de l'ouverture religieuse, autour du respect des religions, autour de la tolérance et de la reconnaissance des religions, doit être un rôle majeur mis en avant. À l'échelle mondiale, je pense que c'est vraiment un rôle essentiel. Voilà. Merci, Madame la députée. Je crois que c'était sur les 3 observations. Il y avait surtout 2 déclarations très intéressantes, assurément. C'est surtout la première qui appelle, je crois, une réponse. Madame Piron, voulez-vous répondre à Madame Darrieussecq? Oui, Monsieur le Président, évidemment. Donc, effectivement, votre première question par rapport aux petits pays africains, donc aux pays africains de façon générale. Et c'est un complément aussi de réponse par rapport à la question tout à l'heure de Madame Abo-Mongoli.
Faut pas croire que le refus de signer une sortie claire des énergies fossiles était juste de la part des pays des Émirats arabes ou de l'Arabie saoudite. Il y a aussi de nombreux pays africains qui sont des petits producteurs de pétrole, mais qui ont investi dans cette extraction du pétrole et qui n'ont pas intérêt, j'irais, ou qui n'ont pas envie d'arrêter subitement la seule ressource ou manne qu'ils ont. Mais bon, comme je l'avais dit dans ma partie, donc les pays occidentaux sont engagés donc, pour aider, et notamment à la sortie du charbon. Et il y a beaucoup de pays africains qui utilisent, par exemple, encore le charbon pour la cuisine. Et donc, il y a des aides de l'OCDE, des aides de l'AFD pour arrêter donc l'utilisation du charbon, notamment, donc j'ai cité les 4 pays, le Sénégal et d'autres donc qui ont signé des accords pour sortir de ces énergies fossiles qui ne sont pas le pétrole. Et voilà. Je n'ai pas d'informations sur l'opération Chamal. C'est un sujet que nous n'avons pas abordé. Je suis totalement d'accord avec vous sur la maison abrahamique que nous avons pu visiter. Et donc, ce n'est pas le seul pays donc, du Moyen-Orient qui a cet engagement aujourd'hui de respect des différentes religions. Il y avait également le Bahreïn, qui était aussi parmi ces pays qui ont signé les accords d'Abraham et qui aujourd'hui tolèrent totalement la religion juive sur leur territoire ou chrétienne. Je vous remercie. Monsieur François allait dire un mot sur la religion. Simplement un commentaire pour répondre à votre commentaire. En effet, je souscris à ce que Mme Piron vient de dire sur l'ouverture de la maison abrahamique. C'est quelque chose qu'on peut souligner, mais vous avez parlé d'ouverture religieuse du pays. Je tiens quand même à souligner cela. C'est la charia qui s'applique là-bas. La polygamie est applicable. Il est impossible pour une femme émirati de se marier avec un étranger. Et des cas consulaires, d'ailleurs pour des Françaises qui sont présentes sur place, nous indiquent la possibilité, enfin pas la possibilité, le malheur que certaines femmes ont des passeports saisis par des familles. Donc je me permets de mettre en perspective ce que vous avez dit sur l'ouverture religieuse du pays. C'est à mettre dans le contexte d'une charia applicable. Je vous remercie. Madame Sebaï, vous voulez ajouter un mot rapide ? Très rapidement, parce que sur les questions de modèle économique, notamment sur les pays d'Afrique, juste dire que pour ceux qu'on a rencontrés, ils sont très volontaires sur la question des énergies renouvelables. Ils ont vraiment envie de changer de modèle et de ne plus être dépendants des énergies fossiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont dit. Ils aspirent vraiment à une autonomie énergétique comme sur d'autres sujets. Et il y a certains pays qui sont déjà très avancés sur la question des énergies renouvelables. Je pense au Rwanda, par exemple, ou par exemple sur la question des panneaux photovoltaïques qui sont très en avance là-dessus. Donc, je pense que il y a un sujet effectivement sur le modèle économique. Il y a certains pays d'Afrique qui étaient défavorables à la question du phase-out sur les énergies fossiles, mais il faut garder en tête que leur objectif est vraiment d'aller sur une transition dans leur pays. Je vous remercie. Maintenant, pour le groupe Horizon, c'est M. Portarieux, monsieur le député de la Haute-Garonne. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Question brève pour Madame Tanguy. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation la coopération culturelle qui lie la France et les Émirats arabes unis avec le Louvre Abu Dhabi comme fleuron, comme symbole de cette relation bilatérale. Vous avez souligné également que les industries culturelles et créatives constituaient un nouvel axe de coopération culturelle. Il y a également là-bas l'université de la Sorbonne depuis 2006, je crois, et quelques établissements français. Est-ce que vous avez observé une volonté de coopération universitaire et scientifique et si oui, j'imagine, dans quelle direction ? Madame Tanguy, c'est à vous de répondre, je sens, parce que c'est vous oui. qui avez été Alors effectivement, la coopération culturelle, elle est forte, elle est dense, et il y a énormément beaucoup d'écoles prestigieuses qui sont présentes, qui sont installées aux Émirats. Cependant, la difficulté, c'est d'attirer les étudiants des Émirats, parce qu'en réalité, comme je disais, il y a une concurrence aussi venant d'autres pays, comme l'Espagne, qui offre des conditions d'accueil un peu améliorées par rapport à ce que nous proposons. Et donc, pour ce qui est des échanges qu'on aurait pu avoir sur leur volonté d'améliorer cette coopération, on n'a pas rencontré de responsables académiques, enfin de professeurs. On a échangé avec la consul qui nous a dit
que c'était un point faible, effectivement, qu'on rencontre aussi dans d'autres pays, hein, pas que aux Émirats. L'accueil des étudiants sur nos campus n'est pas forcément compétitif, j'allais dire, au regard de ce que proposent les pays anglo-saxons et d'autres pays comme l'Espagne. Je vous remercie. J'ai maintenant, pour le groupe écologiste, j'ai le choix entre deux intervenants dont aucun n'est là. Donc, je pense qu'il s'estime extrêmement bien représenté par le rapporteur, Madame Sebailly. Donc, je crois qu'on va passer directement au représentant de la gauche démocrate et républicaine, notre vice-président, Monsieur Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Moi, je connais pas le déroulement d'une COP, et donc je ne sais pas quel. Non, je suis pas candidat. En fait, je suis candidat de connaître plus en détail comment ça se passe et par exemple comment on peut lier la protection du climat, le respect du droit international, le respect des droits de l'homme et quels sont les débats qui ont lieu dans une COP autour de ça, que ce soit dans le bilatéral ou le multilatéral. Vous avez abordé dans le rapport la question du Congo par rapport aux richesses du sous-sol du Congo. Comment ce qui se passe au Congo a-t-il été abordé aussi par votre mission? Vous avez abordé dans le rapport le rôle des Émirats arabes unis dans le contournement des sanctions de la Russie. Comment une délégation de la France, qui exige l'application des sanctions, se comporte-t-elle face aux autorités d'un pays pour s'indigner et sous quelle forme notre délégation s'est-elle indignée sur ce comportement inadmissible? Comment, puisqu'on parle des énergies renouvelables, comment un État comme le Maroc peut exploiter le Sahara occidental avec des énergies renouvelables et vendre au reste de l'Afrique, voire à l'Europe, alors que l'Union européenne condamne cette attitude par rapport au respect du droit international, que la France s'indigne pas trop, à moins que vous l'ayez fait à l'occasion de la COP, en disant, et ça m'intéresse, en disant la France est indignée, la délégation parlementaire s'est indignée parce qu'on souhaite que le droit international soit respecté, y compris par le Maroc au Sahara occidental. Et sur les questions d'armement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France est perçue dans le monde comme ayant une attitude politique à géométrie variable en fonction que l'État achète beaucoup d'armement à notre pays ou pas? Maroc, bon client. Émirats arabes unis, bon client. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de m'opposer à la livraison des canons César, en tout cas aux bateaux qui devaient venir au Havre pour prendre des canons César pour l'Arabie saoudite. Donc, à un moment donné, il faut aussi résister à ce genre de choses. Et enfin, est-ce qu'à l'occasion de ce genre de colloque international, vous abordez les conséquences des guerres sur la pollution, sur le climat, sur l'eau, sur les rivières, sur le sol, sur l'usage de bombes interdites, les bombes au fluor, etc., et les conséquences pendant les années, voire les décennies qui suivent? Est-ce que tout ça, ça a fait partie de votre travail de délégation? Je vous remercie, Monsieur Lecoq. Madame Piron. Je veux bien répondre rapidement, très rapidement. Je pense que oui, peut-être plusieurs. Plusieurs voudront intervenir. Mais non, on n'a pas vu tous ces sujets au sein de la COP. Alors déjà, nous n'avons passé que 2 jours au sein de la COP, donc on ne peut pas traiter tous les sujets. Et que je ne pense pas que le sujet de la COP soit de traiter les conséquences des guerres. Je crois que les sujets sur l'écologie sont relativement nombreux, importants et difficiles à traiter. On ne peut pas parler de toutes les conséquences humanitaires de tout sur la planète. Donc, on ne s'est pas focalisé sur ces pays-là et sur ces atteintes-là liées à la guerre. Je crois que monsieur va vous parler du Congo, peut-être, parce qu'il a eu... On a échangé avec l'ambassadeur. Oui, voilà, oui. Une très bonne question, monsieur le vice-président Lecoq. Effectivement, nous, en tant que parlementaires, quand nous sommes à la COP, on ne participe pas aux négociations. Nous sommes à l'extérieur des négociations. Nous pouvons discuter avec les ambassadeurs climat, avec les différents parlementaires aussi présents sur place, par rapport au planning qui est concocté de nos rencontres. On n'a pas eu de rencontre avec... des pays co-belligérants ou en guerre. Mais on a rencontré l'ambassadeur climat de la RDC
Et c'est sûr, par rapport aux ressources, aux énergies fossiles de la RDC, soit le pétrole ou par rapport aux métaux stratégiques avec le cobalt, le lithium et le coltan, il nous a bien évoqué le sujet que les zones où il y a ces mines, c'est des zones de tension, et sans paix durable, aucune extraction de ces minerais essentiels à la transition écologique peuvent se faire en toute quiétude, en toute tranquillité pour les populations. Et cela aussi amène des gros déplacements. Et il y a un record de déplacements de l'ONU à ce sujet-là, la guerre à l'est du Congo, avec 7 millions de déplacés. Et il y a aussi, oui, durant cette COP, ces intérêts-là économiques. Moi, je déplore avec la présence de plus de 600 lobbyistes sur place. Et je pense qu'il y a voilà, des pays qui vont avoir des liens particuliers avec d'autres parce que accords économiques. Et les négociations peuvent se faire aussi sur ce cheval de Troie-là qui existe. Et je pense que l'ensemble des nations, au travers de leurs ambassadeurs ou de leurs représentants, naviguent autour de ça, et c'est ce qui peut être compliqué dans les COP. Les conflits internationaux sont pays et mains liés à l'intérieur des négociations. Je vous remercie, M. Bilongo. Personne d'autre ne demande à répondre à M. Lecoq. Il y aura deux rapporteurs. Deux rapporteurs Renaissance, excusez-moi, c'est surabondant. C'est pour répondre à la question de l'armement. Ce qui nous a apparu important, c'est qu'il y a une menace iranienne qui pèse sur les Émirats arabes et qui explique en fait la raison pour laquelle ce pays investit énormément dans l'industrie de l'armement et notamment l'armement aérien. Et je voudrais quand même ici dire, par rapport à la lutte contre le terrorisme, que les Émirats arabes mènent vraiment une lutte acharnée contre les frères musulmans. Et d'ailleurs, chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que lorsque nous avons rencontré les membres du Conseil national de la Fédération, l'équivalent de notre Assemblée nationale, la délégation nous a clairement dit que la responsabilité des attaques du Hamas contre Israël, perpétrées le 7 octobre, était du fait de l'Iran. Ils nous ont vraiment dit ça de manière très franche. Je vous remercie de ces précisions. Nous allons maintenant, nous avons fini le passage des groupes. Donc j'ai trois de nos collègues qui souhaitent intervenir et le premier d'entre eux, c'est Adrien Gomy. Mon cher Adrien, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs et les membres de la délégation, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre rapport d'information qui fait suite à votre déplacement et qui nous offre une analyse sur la stratégie d'influence à l'œuvre dans ce pays. Comme le souligne le rapport, les Émirats se positionnent stratégiquement comme un hub d'influence mondiale, accueillant des événements d'envergure sur la scène internationale tels que l'exposition universelle. Cette ambition portée par les Émirats trouve une résonance particulière dans le monde du sport, secteur où leur influence est désormais incontestable. Avec mon collègue Hubert Julien Laferrière, nous l'avions analysé dans notre rapport d'information sur la géopolitique du sport. Il ne s'agit pas de simples investissements en la matière et dans ce domaine. Elles sont le reflet d'une stratégie plus large visant à rendre visible ce pays sur la scène mondiale. Une question, dans la continuité de ce déplacement, comment les initiatives sportives modifient-elles la perception de ces pays sur la scène internationale? Et avez-vous abordé ce sujet avec les interlocuteurs qui ont été les vôtres? Je vous remercie. Je vous remercie. C'est dans une minute. Qui veut répondre à M. Gomy, si vous estimez? Monsieur Bilongo, allez-y, Carlos. Oui, sur la dimension sportive, on a rencontré nos homologues parlementaires et le président d'un club d'Abu Dhabi qui a un lien particulier avec le Paris Saint-Germain, car il avait Yohan Cabaye dans son équipe, et on sait que la dimension sportive est importante pour Abu Dhabi et pour Dubaï. Je pense qu'ils vont continuer encore à avoir une meilleure influence. Et après, au vu aussi de leur concurrence avec l'Arabie Saoudite, je pense que chacun d'eux, par cette concurrence plutôt saine, va se tirer vers le haut. Et je ne sais pas si Mme Tanguy veut rajouter quelque chose par rapport au sport.
Vous voulez vraiment Oui, ajouter oui. quelque chose Juste pour dire que le sport, effectivement, c'est un de leurs, j'allais dire, de leurs leviers de la soft power qui est extrêmement exploité. Et moi, je pense que c'est quand même de nature à rapprocher aussi quand même les États à travers le sport. La diplomatie du sport, vous l'avez souligné, est selon moi une bonne manière d'essayer d'amener ces pays-là vers des démocraties plus libérales. Je vous remercie. Le second orateur inscrit, c'est monsieur le député de la Gironde, monsieur David. Cher Alain, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les co-rapporteurs, d'abord concernant la présidence de cette COP et de la prochaine en Azerbaïdjan, vous avez écrit dans le rapport que malgré les suspicions et les polémiques sur les propos de son président, le sultan Al-Jaber, sur ses doutes sur la crédibilité de certaines études scientifiques ou sur son intention de profiter de la COP pour nouer de nouveaux contrats pétroliers, il avait fait preuve de professionnalisme, d'activisme pour parvenir à un accord. La même suspicion légitime risque de se poser lors de la COP de Bakou, elle aussi présidée par le président d'une société pétrolière et gazière. Quel est votre niveau de confiance, c'est une première question, dans ces promesses ou tout au moins ces positions? La seconde question concerne également un sujet sur lequel la duplicité ne devrait pas pouvoir être de mise. En effet, vous écrivez dans le rapport qu'en dépit des bonnes relations avec les Émirats, un certain nombre de dissensions diplomatiques continuent à exister. L'une d'elles est l'appréciation du conflit russo-ukrainien et la possibilité pour les Émirats, importateurs d'armements et de technologies à double emploi, de réexporter certains biens, théoriquement sous embargo, vers la Russie. Là aussi, doit-on, compte tenu de tous ces éléments, continuer à être dupe, quoi? Bien, qui veut répondre à ce que j'appellerais le syndrome de Vidocq, qui consiste à nommer celui qui est accusé de délinquance chef de la police? Madame Thiron. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Oui, vous le dites, on avait tous émis des doutes sur cette présidence. Mais c'est pas la France, on va dire, c'est pas nous qui choisissons le président de chaque COP. Donc, je pense que on avait émis nos doutes. Finalement, ça s'est pas si mal passé. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On a quand même réussi, du point de vue financier, à mobiliser quand même pas mal de pays, et du point de vue objectif, pour la première fois, avoir un engagement donc sur cette transition et cet arrêt à terme des énergies fossiles. C'est quand même bien. Je pense que tout le monde a ces mêmes doutes pour l'Azerbaïdjan. On ne peut pas parler à l'avance, hein, on verra sur place. Je pense que tout le monde sera attentif et je pense qu'ils feront de leur mieux. Alors, je ne connais pas du tout personnellement la personne qui a été nommée, donc je ne peux pas vous dire si je m'engage pour elle et si elle va réussir ou pas. Hein. Mais je pense que le monde entier est vigilant et qu'ils feront de leur mieux et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Sur la duplicité et l'import-export donc vis-à-vis des Émirats, effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité directement sur place. Je dirais que la France peut s'interdire d'exporter. On pourrait, hein, mais bon, je ne pense pas qu'on soit les seuls ou les plus gros exportateurs dans ce cas-là. C'est dur de contrôler les autres pays. Hein. On peut juger, mais on ne peut pas contrôler. C'est un problème de principe qui se pose à propos de chaque fois qu'on analyse la situation des exportations d'armes, on est en face de deux attitudes opposées. C'est pas bien de distribuer des armes létales en particulier. Et deuxièmement, si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Il vaut mieux aider, en tout cas, ceux qui méritent d'être défendus à se défendre. Entre ces deux pôles, la morale et la politique oscillent. Le dernier orateur, c'est monsieur le député de l'Oise. Monsieur Guignot, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci pour ce compte-rendu détaillé de votre déplacement aux Émirats arabes unis en décembre dernier.
J'avais juste une interrogation par rapport aux relations commerciales qui nous lient aux Émirats arabes unis. Vous les décrivez en page 32 comme un partenaire économique solide dans de nombreux secteurs. Et il est vrai qu'en se basant sur les chiffres du Trésor pour 2023, nous pouvons constater que nous avons un excédent commercial important dû au fait que nous importons peu et que les Émirats ne contribuent que faiblement à l'approvisionnement énergétique de la France. Pourtant, toujours selon la Direction générale du Trésor, nos importations en matière énergétique avec le Qatar ont explosé en un an pour atteindre plus 826% pour le gaz naturel liquéfié. Mesdames, Messieurs les rapporteurs, le consensus de la COP 28 engage l'ensemble des 195 parties vers la sortie progressive des énergies fossiles. Vous qui avez donc assisté au débat, quels substituts les pays exportateurs de gaz et de pétrole envisagent-t-ils de mettre en place pour atteindre les objectifs du consensus des Émirats arabes unis, traduisant ainsi une volonté de mettre de côté les énergies fossiles dans les échanges commerciaux nous liant à eux? Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député. Qui veut répondre? C'est le dernier. Madame Piron, Madame Juste Tanguy, une petite précision, nous n'avons pas assisté au débat. Nous avons auditionné des personnes qui participaient au débat, mais nous n'avons pas assisté nous-mêmes au débat. Donc, ça me paraît autre difficile. chose Voilà. si vous aviez participé. Madame Tanguy. Oui, je voulais réagir par rapport à cette question. Qu'a-t-on obtenu finalement avec cette COP, avec un pays dont on sait qu'il a bâti toute sa croissance sur l'énergie fossile? Eh bien, moi, je voudrais quand même rappeler le rôle aussi qu'a joué notre ministre de la Transition énergétique qui était présente et que nous avons rencontrée rapidement parce qu'elle était effectivement prise par les négociations. Et nous avons également rencontré un négociateur, un ancien négociateur d'ancienne COP français qui a été, en fait, qui travaillait pour le gouvernement des Émirats arabes unis pour les soutenir, enfin les appuyer dans la négociation. Et moi, je pense que une des avancées majeures de cette COP, ça a été qu'un pays qui est à ce point, comment dire, tenu par sa richesse énergétique, parce qu'ils ont des réserves de 100 ans de pétrole. Eh bien, ils ont quand même réussi à faire en sorte que dans le texte final de la conclusion de la COP, il est parlé de transition. On aurait voulu une sortie des énergies fossiles, mais on parle là de transition, et c'est la première fois que dans une COP, on obtient ce résultat. Donc, c'est pas j'allais dire satisfaisant, mais c'est en bonne voie, selon nous, enfin selon moi. François va dire un mot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais me permettre de répondre à Monsieur Guignot, Monsieur David et Monsieur Lecoq très rapidement. En 30 secondes, j'en prends l'engagement. Simplement sur le choix du président, en l'occurrence de la COP 28. Simplement un rappel, j'en fais absolument pas sa publicité, ni même sa défense. Il a fait fortune dans les investissements et un fonds de pension uniquement sur des questions vertes et d'énergie alternative. Nonobstant le fait, il est maintenant président d'un groupe pétrolier, ce qui n'excuse en rien le sujet. Et moi, je me permets de rappeler, pour répondre au député de l'Oise, que les engagements qui sont pris par la COP sont uniquement déclaratifs. Donc il faut le dire, c'est vraiment une myriade de déclarations d'intention. Et je me permets de répondre à Monsieur Lecoq aussi, ça fait partie des grandes négociations du coup, c'est-à-dire que s'affrontent peut-être des délégations sur l'inclusion ou non dans un texte des papiers négociés qui arrivent au fur et à mesure et qui sont négociés sur l'ajout ou non de certains termes. Et il se trouve que nous, on a eu la chance de voir le moment où les groupes de l'OPEP, les pays de l'OPEP sont montés au créneau en disant qu'ils refusaient évidemment d'avoir toute notion de sortie du pétrole. C'était un sujet sur lequel nous on a pu voir ça, et donc il y a eu une grosse montée de tous les pays de l'OPEP qui voulaient remonter sur ce sujet. Il se trouve que dans le papier final et dans les déclarations françaises aussi, c'était un point de négociation
qui a été très fort. Et en effet, la France a réussi avec d'autres pays l'ajout du nucléaire, par exemple. L'ajout du nucléaire, et ça veut dire que le nucléaire pouvait contribuer en effet à avoir une énergie qui soit décarbonée. Et donc ça fait partie des négociations et des échanges qui ont lieu en marge de la COP et après directement sur la scène publique aussi sur place. Oui, Madame Sebeli, bien sûr. Alors, du coup, c'est l'intervention de mon collègue qui me fait réagir. Je suis d'accord, c'est beaucoup du déclaratif, mais on voit bien quand même que même si c'est du déclaratif, les pays de l'OPEP ont freiné des cas de fer sur la question du phase-out. Donc, voilà, même si c'est du déclaratif, c'est important pour eux de pouvoir vraiment savoir ce qui sera écrit exactement dans le document final. Et je tiens à dire que c'est l'arrivée quand même du ministre de l'Arabie Saoudite dans la dernière nuit de négociation, qui a débloqué la question de faire apparaître ou pas le terme d'énergie fossile dans le document final. Donc on voit bien quand même qu'il y a des enjeux il y a des imbrications qui sont extrêmement importantes sur ces enjeux des énergies fossiles et c'est l'Arabie Saoudite finalement qui a eu le dernier mot sur le document de cette COP. Très bien. Oui, je crois que nous avons inventé. Vous voulez dire à Monsieur Carlos, allez-y. Sans prendre la défense des Émirats, je réponds à notre collègue du MODEM sur la question religieuse. Lorsque nous avons rencontré, ce que n'a pas souligné nos camarades Thibault, c'est que vous compléter. Oui, c'est que le collègue. Entre camarades. Vous savez, une fois qu'il y a le décalage horaire, les heures d'avion, on oublie parfois. Vous savez, la camaraderie, c'est pas simplement politique. Allez-y, monsieur, ne vous laissez pas troubler. Et nos collègues parlementaires émirats ont vraiment souligné le fait que depuis les accords d'Abraham, qu'ils ont eu plus d'1 million de visiteurs israéliens sur le sol émirat, qui représentent une personne dans chaque famille israélienne et qui ont cette volonté de garder ce lien-là. Malgré les tensions et que les accords d'Abraham arrivés en 2021 ont été vraiment faits de manière énergique de leur part, et la maison abrahamique en est aujourd'hui l'exemple type et qui veut faire continuer de vivre cette situation dans cette région-là, et je pense que c'est quand même une chose à saluer. Très bien. Écoutez, moi quand je vous écoute, je m'aperçois qu'on a inventé la diplomatie gouvernementale. On a inventé ce à quoi nous sommes attachés, la diplomatie parlementaire, et nous sommes là en train d'inventer la diplomatie douanière, dont le mot d'ordre est « qu'avez-vous à déclarer ?» C'est un peu ça, et espérons que les déclarations seront effectivement suivies des faits, mais je crois que les orateurs ont raison, et les rapporteurs ont raison de souligner que, puisque les déclarations elles-mêmes posent problème, ça veut dire qu'elles ne sont pas totalement inutiles, même si on est encore très loin de la parole aux actes. Voilà. En tout cas, je vous remercie je vous remercie vraiment de ce rapport qui est tout à fait intéressant. Je crois que c'était très bien d'avoir ce double regard, à la fois multilatéral et écologique, et bilatéral ou quasiment bilatéral et géopolitique. Je crois que la combinaison des deux était très heureuse. Votre rapport l'a traité de façon tout à fait satisfaisante, ce qui me conduit à vous proposer maintenant ce qui me paraît naturel et institutionnel, afin de valoriser votre déplacement et d'apporter au public votre éclairage sur la COP28 et l'état de la relation bilatérale entre la France et les Émirats. Il vous est proposé, mes chers collègues, d'autoriser la publication de la communication qui vient de vous être présentée sous forme de rapport d'information. Qui est favorable? Qui est défavorable? Personne. Qui s'abstient? Mais, mes chers collègues, c'est un triomphe. N'ayons pas peur des mots. Conformément à l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, il en est ainsi décidé. Le rapport sur ce déplacement sera publié et distribué. Je remercie les rapporteurs, je l'ai déjà fait, et j'associe à ces remerciements, et je sais que c'est l'opinion des rapporteurs, le concours toujours actif, souriant et énergique de Madame Policarpe.
Nous avons maintenant, encore avant de lever la séance, nous avons la nomination de 2 rapporteurs. Parce que nous allons lever assez vite, parce que certains d'entre vous doivent, dont moi d'ailleurs, participer à l'hommage national aux victimes des attaques du 7 octobre, mais l'habitude est prise sur la base des délibérations de notre bureau de prendre des décisions relatives aux rapporteurs. Je suis saisi de la candidature de M. Jimmy Pain, au nom du groupe démocrate, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dit BBNJ. Alors, je tiens à dire que pour le MoDem, monsieur... Comment ? BBNJ, oui, que monsieur Pain est un élément, pas sous-marin, mais l'élément marin principal de son groupe. Je suis saisi de la candidature de Madame Laurence Robert de Haut, au nom du groupe Rassemblement National, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et les États membres d'une part, et la République d'Arménie, l'Ukraine et le Qatar d'autre part. Donc après la mer, le ciel. Je précise à propos de ce texte qu'il est assez probable que l'accord concernant le Qatar soit disjoint du projet de loi, ce qui ne change bien évidemment rien au groupe à qui le texte a été attribué. Est-ce que nous sommes d'accord sur ces 2 nominations? Je pense que par acclamation générale, elles sont décidées. Je vous remercie. Je félicite donc à nouveau nos rapporteurs et je pense que nous pouvons lever la séance et nous rendre, pour ceux d'entre nous qui le souhaitent, à l'hommage aux victimes du 7 octobre.